sur la paracha. Vous voulez à la fin ou au début? À la fin peut-être. Ok, alors on y va. On est dans la Gemara. On est arrivé à la page. Solidité, solidifiée. On est arrivé à Ein Zayin Amoud Aleph. Khalav Keden Gimia. C'est ça? Le sang solidifié. Et à quel niveau? À la fin de la page? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est moi je vous demandais. Khalav Keden Gimia. C'est Ein Zayin Amoud Aleph. Ein Zayin Amoud Aleph. Khalav Keden Gimia. Ah, ok. Ah, c'est presque la fin. Oui, c'est la fin, c'est la fin de l'année, oui. Il parle vous entendez maintenant les quelques lignes qu'on va voir dans la Gemara. C'est simplement une question d'orthographe, de choses. Il y a des mots, on se demande dans la Gemara, comment on écrit les mots. Alors ça, c'est les quelques lignes qu'on va voir. Comment exactement la bonne... Voilà. Alors la Gemara dit, que des Gmiya, c'est écrit dans la Mishnah, que la mesure du lait, la mesure quoi? C'est de quoi la mesure du lait? Rappelez-moi. La quantité minimale pour être chayav. Chayav quoi? Le corban. Chayav quoi? À cause de quoi? On a sorti... Voilà, exactement. La quantité minime sur laquelle on est chayav un corban, quand on fait la transgression de Hotsa'a. On dit que Gmiya, c'est une bouchée. Alors la Gemara demande comment on écrit, que des Gmiya ou que des Gmiya. La différence c'est un c'est Gmiya avec Aleph, l'autre c'est Gmiya avec Ain. Dans la Torah, quand on parle d'Eliezer qui demande à Rivka, verse-moi un petit peu de ta carafe d'eau, de ta cruche, c'est écrit avec Aleph. Donc ça c'est la réponse. Apparemment, Gmiya c'est avec Aleph. Et on tourne la page. Garinin ou Garinin. On a parlé dans la Mishnah de Garin. On avait dit que quand on veut compléter un chiot de nourriture, on ne veut pas prendre en compte les noyaux. Les noyaux, les pépins. Alors la question est, est-ce qu'on écrit Garinin avec un Aleph ou Garinin avec un Ain? Amaraba Baoula Venigra Me'erkacha. Quand on parle dans la Torah de donner des donations au temple selon la valeur de quelqu'un, mais c'est écrit Nigra Me'erkacha, et on voit ici que Nigra, tu enlèves, il y a un Ain. Ça veut dire que Garin, c'est avec un Ain, parce que le noyau, c'est quelque chose par définition qu'on enlève. Alors, quand dans la Torah c'est écrit tu enlèves Nigra, et c'est un Ain, ça nous enseigne que le mot Garin, c'est pas avec un Aleph, c'est avec un Ain. On demande Omemot ou Omemot, des braises qui sont toujours, disons, chaudes et brûlantes. Est-ce que ça s'écrit à Aleph ou Ain? Amar Yitzchak bar Avdimi Arazim lo amamuhu began Elohim. Alors dans ce verset, on voit que amamuhu, c'est avec un Ain. Me'amsin, on va parler plus tard, c'est fermer les yeux de quelqu'un qui est décédé. Est-ce que c'est écrit avec un Ain ou un Aleph? On retrouve ce verbe otsem, et c'est avec un Ain, ça c'est la réponse. Tanura banan, amotzi chalav shel behema. Attends, moi j'ai une question là. Vas-y. Là, on est en cours d'orthographe ou qu'est-ce que là? Je ne sais pas combien de temps. Qu'est-ce que la Gemara vient nous apprendre? Je ne sais pas combien de temps ça fait que tu apprends la Gemara chez Yehuda. Mais tu es censé d'avoir appris suffisamment de temps de savoir que la Gemara, le charme de la Gemara, c'est que c'est un ensemble de beaucoup de choses différentes. Il y a des agadot, il y a de la philosophie, il y a des idées profondes, il y a des blagues, il y a de la médecine, des conseils médicinaux. Il y a bien sûr la halakha, et il y a aussi un peu d'orthographe. Maintenant, on ne tranche pas là. On dit. On tranche, jusqu'ici, chaque fois on a tranché. On a dit deux avis. Non, pas du tout. À chaque fois on a tranché. Alors, on a donné un truc avec le Aleph. Oui, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Après, on donne une réponse. La réponse, c'est qu'il y a un verset qui dit Otsem einav meroot bera. Et le mot Otsem,
c'est avec un Aïn. Donc tu vois bien à partir du verset que quand on dit Ma'ametz, c'est avec un Aïn et pas avec un Aleph. Tanu Rabbanan, Hamotzi Chalam Shel Behema Kedei Gmi'a. Alors on avait dit, la mesure de lait, c'est une bouchée. Maintenant, Chalam Shel Isha. Maintenant, le lait, pas le lait d'une chèvre ou d'un mouton ou d'une vache, mais le lait d'une femme. Veloven Shel Beitza, et le blanc d'un œuf, Kedei Liten Bemeshifa Shel Kilo. C'est la quantité qu'il faut ajouter à une pommade qui s'appelle kilo qu'on met sur les yeux. Apparemment, il mélangeait entre autres ce truc, il préparait cette pommade pour les yeux, il utilisait en tant que liquide du lait. Alors la quantité qu'on a besoin de ça, et la Gemara demande le kilo lui-même, le pansement, la pommade elle-même, que des lachouf b'maim, c'est la quantité qu'on a besoin de diluer dans l'eau. Le kilo, c'est la pommade, mais c'est aussi, disons, le truc concentré qui doit être dilué. Alors, quelle quantité de... Je n'ai pas compris. Avant, on a dit Aïn, et puis maintenant, on écrit Gmi'a avec un Aleph. Où est-ce que tu vas... Ah, que des Gmi'a, oui, avec un Aleph. Mais on vient de dire juste avant qu'il faut l'écrire avec un Aïn. Tu viens de me dire... Attends. Non. La dernière ligne de la page précédente, on avait tranché, on avait cité un verset Hagmi inina me'at maim, la dernière ligne. Oui. Et tu vois que le verset avec un Aleph. Avec un Aleph. Ah, c'est tranché ça? Ben oui, c'est tranché. On apporte un verset où on voit comment le même mot est écrit, c'est tranché. Mais maintenant, quand on parle de ce lait, le kilo, la pommade, que de la chouf b'maim. Quand on dit pour mettre la pommade sur un œil, est-ce que c'est uniquement assez de quantité pour mettre sur l'œil ou en plus qu'il reste un petit peu sur le doigt? Attends, moi je reprends la question de notre ami Chaim. Vas-y. Parce que dans la Mishnah, il y avait écrit Gmi'a avec un Aïn. Oui. Alors c'était apparemment une erreur. Mais Garin en hébreu moderne, ça s'écrit sans Garin, non, c'est avec un Aïn. Garin, je ne sais pas comment c'est. Pour tout te dire, en toute honnêteté, dans toute la honte, que je ne sais pas comment on écrit Garin en hébreu. Ok, Teiku. Maintenant, on passe à quelque chose d'autre, Dvash. Le miel, la quantité que des liten à la katite, la quantité qu'on a besoin de mettre sur une blessure. Quelle blessure? Spécifiquement la blessure sur le dos d'un âne, un cheval, un chameau qui porte des choses. Et donc après, il y a des comment on appelle ça, la peau est coupée comme ça. Elle est rainurée. Non, mais c'est pas ça. Elle est froissée. Elle est un peu déchirée. Lacérée. Lacérée, et pas seulement lacérée. Il y a des fois aussi qu'il y a ouais. enflée, la peau est enflée. Ouais, des cloques. Il y a des Cloques. Exactement, ça c'est le mot, le cloque. Alors, la Gemara dit le miel, tu me dis quantité pour mettre sur la blessure, sur les cloques, quelle quantité exactement? Tana kadeliten al pi katit, by Rav Ashi al katit a puma de kula katit. Est-ce que ça veut dire qu'on a besoin d'une quantité de miel qui recouvre l'ensemble de la cloque? Au dilma amorsha kama de katit, ou peut-être c'est seulement le haut de la cloque, la pouke ou darna de l'eau, teiku. Mais pas, on n'a pas besoin de mettre tous les côtés de la cloque uniquement en haut. Pour tout vous dire, encore une fois, c'est un peu bizarre, peut-être parce que les cloques, ça vient en taille différente. Pas toutes les cloques sont les mêmes, il y a des tailles différentes. Ouais. Mais j'imagine qu'ici, on parle de la cloque, la mesure de la cloque la plus petite possible. Ok, on continue. Mais on reste avec une question et ça se termine avec Teiku. Amar Rav Yehuda Amar Rav Kol ma shebara hakadosh baruch hu beolamo lo bara davar echad le batala. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde, même les choses qui ont l'air le plus bizarres et les choses qui ont l'air en plus, qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Néanmoins, chaque chose a son besoin, il y a un besoin de ça. Chaque chose a son usage. Exactement. Chaque chose dans le monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé a son usage. Même des choses qui ont l'air pas. On va voir la Gemara. Par exemple. On va m'expliquer ce que c'est pour les moustiques. Hein.
On va parler des moustiques. Bara Shabloul. Hein? Les cafards. Bara Shabloul, les katites. Shabloul, c'est, je ne sais pas exactement, mais une espèce de mollusque. J'ai une espèce de mollusque. Alors les gens, on pourrait dire, mais les mollusques, ça sert à quoi? C'est une perte de temps. Non. Les mollusques, entre autres. Escargot, ce qui est marqué limaces. Escargot, non? Okay, non, mais limaces, c'est pas. Bon, c'est pas. Vous avez compris l'idée, c'est un truc. Ça n'a pas un coquille, quoi. Mais à quoi ça sert? On s'en sert pour préparer un truc, encore une fois, une pommade pour, en tant que médecine pour les catites. Catite, c'est la blessure. Les blessures de peau, apparemment, on écrase ça, c'est très bien. Barazvouv, des mouches. Des mouches, c'est simplement entièrement embêtant. Quel est le but d'une mouche dans la création? Mais c'est rentré dans l'œil de... À bouche, le tsira. Le tsira, ça veut dire que si quelqu'un a été piqué par une guêpe, apparemment c'est bien, en tant que pommade, de mettre dans la pommade une mouche écrasée. Et ça, c'est vraiment le top. Vous prenez, vous écrasez une mouche, vous mettez dans la pommade, ça va faire beaucoup de bien à la piqûre de la guêpe. Yitouche, la moustique, les nachash. Si quelqu'un a été piqué par un serpent, alors ça va l'aider à se remettre de la coupure le truc du serpent, c'est d'écraser une moustique. Mais il y a une agada que Titus, oui. Il a été tué par une mouche qui lui est rentrée dans le nez. Absolument. Et qui lui a dévoré le Alors tu veux dire qu'on a trouvé encore un usage important de la moustique? La mouche. Ah, non, c'était une moustique. Moustique? Oui. Yitouche, les nachash, les chafafit. C'est quoi chafafit? J'ai dit, c'est une espèce de shrine. De lèpre? Oui, une espèce, disons, de lèpre. Alors, c'est bien de prendre une pommade à base de serpent, et ça aide pour guérir le chafafit, le shrine, la lèpre. Le samamit, un araignée, le akrav. Si quelqu'un a été piqué par un scorpion, et encore une fois, c'est une pommade à base d'araignée écrasée, ça c'est très bien pour une piqûre de scorpion. Maintenant, la Gemara demande comment tu me dis qu'on prépare une pommade pour un shrine, pour la lèpre, à base de serment, comment on fait? Tu apportes un serpent qui est noir, un serpent qui est blanc, tu les cuisines ensemble, après tu les lis, tu les mets sur la peau. Tanura banan, ok. Chamisha eimot hen. Eimat chalash al gibon. Il y a 5 peurs. Eima, c'est presque plus que la peur. Frayeur. Hein? La frayeur. Il y a 5 espèces de frayeur où le puissant, il a peur de celui qui est faible. En dépit du fait qu'il est puissant, il a peur de celui qui est faible. On parle de quoi? Eimat mafkia al-ari. Il y a un petit animal, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais ça fait un son très très fort. Quand ce petit animal se trouve à côté du lion, le lion est terrorisé. Ça c'est un exemple. La petite bête là, qui a l'air mise de rien, hein, mais elle a un son qui est très fort quand elle chante ou quand elle crie, et ça fait très peur au lion. Eimat yatouche à la pile. Apparemment, la moustique, quand elle est à côté de l'oreille de l'éléphant, ça fait très peur. L'éléphant, il est dans tous ses états. Il touche à la pile. Eimat samamit al-ha'akrav. Le samamit, je pense que c'est l'araignée. Ouais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, alors ça fait peur aux scorpions. Ça fait peur aux scorpions. Eimat snunit, c'est une espèce de petit animal. À la neige, ça rentre dans les ailes de l'aigle et ça l'empêche de voler. Eimat kilbit al-leviathan, il y a un petit poisson et qui terrorise apparemment la baleine. Amar Abiyud Amar Rav Maikra, dans quelle version on voit une allusion à ce phénomène? Hamavlig shod al-az, quelqu'un qui
impose le faible sur le puissant. Voilà. Donc, ça existe dans le monde, ce phénomène. Quand on dit qu'il y a une créature qui est ultra puissante, il y a des tout petits trucs qui lui font peur. Si ma femme était là, elle vous dirait, en se moquant de son mari, c'est pas bien, mais elle dirait aussi les cafards pour toi. Les souris, elles n'aiment pas. Non, pour moi. Moi, quand je vends un cafard, le premier à sortir de la pièce en hurlant. Moi, j'appelle ma femme pour les cafards. Tandis que s'il y avait des souris, heureusement qu'il n'y en a pas, normalement, c'est moi qui résiste mieux aux souris que ma femme. Ok. Rabbi Zer. On a appris quelque chose aujourd'hui au moins. Rabbi Zer, Ashkach, le Rab Yehuda, de Havakai à Pitre de Veir Chanoua. Un beau jour, Rabbi Zera a rencontré Rabbi Yehuda, qui était à l'entrée de la maison de son beau-père, à Pitre de Veir Chanoua. Vechazia de Hava Bedich de Atei. Il a vu qu'il était en bonne humeur. Vei bai mine kol chalalei alma hava amale. S'il lui avait demandé une question sur n'importe quel phénomène qui se trouve dans l'univers, chalalei alma, il était en position de pouvoir lui répondre. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est intéressant. Une bonne humeur, entre autres, ça impacte sur notre capacité intellectuelle. Quand quelqu'un est de bonne humeur, son esprit est plus ouvert, est plus capable à réfléchir. Donc il a vu, il a constaté qu'il était en pleine forme. Il dit, ça c'est l'opportunité ou jamais de lui demander des questions. Amar le maïta ama, izei maskan bereisha, vehadar imre. Quelle est la raison pour laquelle, quand il y a un troupeau de moutons, normalement le ez, c'est le bouc qui va à l'avant, et derrière, c'est le mouton. Les chevaux. Oui, pour le mouton. C'est quoi ez? C'est la chèvre. Pourquoi la chèvre, elle est à l'avant du troupeau, tandis que le mouton, il est derrière? Amar leik briato shelolam. Il dit parce que ça, c'est la structure du monde. De bereisha chashucha vehadar nehora. Parce que la structure du monde est telle qu'au début, il y a l'obscurité et après, il y a la lumière. J'ouvre une parenthèse. D'où est-ce qu'on voit ça? Exactement. La structure du jour. On voit que notre jour. Maintenant, entre parenthèses, encore une fois, c'est contre l'intuition, la façon de concevoir le jour. Le jour commence la nuit. L'intuition naturelle, c'est que le soleil se lève le matin, nouvelle journée. Vous savez quoi que le jour commence la nuit? Et parce que c'est très important, parce que ça veut dire dans le sens profond. On a besoin de ce passage-là avant de voir le jour. Hein? On a besoin de ce passage de la nuit pour avoir le jour. Pourquoi? C'est-à-dire le moment où après les étoiles, pour pouvoir voir le jour. Mais pourquoi? Pourquoi on a besoin de ce passage Pourquoi de la nuit? on a besoin de la nuit pour passer le jour? Pour réaliser complètement ce que c'est pour réaliser que... Non, je ne sais pas. Alors, les sages, ils disent comme ça. Les sages, tu sais que la nuit, entre autres, c'est symbolique de Hester Panim, des mauvais moments dans la vie. La nuit, ça s'appelle la nuit. Alors, les Chazal, les sages, ils disent que Tzadikim, Trilatam, Isurim, Vesofam, Hana'a. La façon des Tzadikim dans le monde, en gros, c'est le début, c'est dur, il y a des souffrances, mais à la fin, on aboutit à le plaisir, au plaisir. Tandis qu'ils disent les Rechaïm, c'est l'inverse. Le début, normalement, c'est youpi, c'est sympa, mais ça aboutit, en fin de compte, à la souffrance. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, on n'a pas besoin de chercher trop. Disons qu'on a fait une comparaison entre des jeunes religieux et des jeunes qui ne sont pas religieux. Alors les jeunes
Moshe, on est à la page Ein Zain. Ein Zain, Amoud Aleph, à peu près 10 lignes, 15 lignes. Amoud Bet chez nous. Après les grandes lignes. Amoud Bet. Amoud Bet, Ein Zain, Amoud Bet. Ok, je répète, si on compare entre des jeunes qui sont religieux, des jeunes, et des gens qui ne sont pas religieux, un jeune qui est religieux, il se marie quand il est très jeune. Normalement, il se marie à 20 ans, 21, surtout les Kharidim, ils se marient très jeunes. Et tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? On lui met dessus la responsabilité d'une famille. Il doit s'occuper d'une femme, et les enfants, peut-être un an plus tard, il y a déjà un enfant, et l'achas kalkali, c'est pas kef. Bien sûr que c'est un grand plaisir, mais c'est pas évident, c'est du stress. Tout de suite, au début, quand il est jeune, on lui donne du stress. Je comprends, ne mange pas la politique. Tandis qu'un jeune qui laïque, un chiloni, je ne parle pas nécessairement d'Israël, qu'est-ce qu'il fait quand il est jeune? Il veut s'amuser. Il va s'amuser, il va faire des vacances, il va s'occuper de lui, il va essayer de se trouver sa mission. Et voilà. Mais un beau jour, quand il va arriver à l'âge de 30 ans, ou un peu moins, il dit, bon, maintenant, je veux me marier, peut-être. Mais là, il va voir, il va constater que ce n'est pas évident, qu'on n'appuie pas sur un bouton. Maintenant, c'est bien beau que maintenant, à l'âge de 30, 35 ans, tu as décidé de te marier. Mais ce n'est pas tchic-tchac que tu trouves. Et c'est ça la différence, c'est qu'on voit ce type qui a passé le début de sa vie en train de s'amuser et de s'occuper de lui-même et de regarder son nombril. Et maintenant, il décide de se marier. Ce n'est pas évident que ça va arriver. Je me rappelle, avant beaucoup d'années, j'avais un magasin à Tel Aviv. Et il y avait entre autres, il y avait des gens qui venaient quelquefois s'asseoir dans mon magasin, discuter, bavarder avec moi. Il y avait un vieux Ashkenaz qui venait et il venait se plaindre de sa vie. Il dit que moi j'ai 2 enfants, un en Amérique, un ici, on ne se voit jamais, je souffre énormément de solitude, je suis seul. Et ça, il me semble, c'est surtout une plainte de quelqu'un qui n'est pas religieux. Parce que les gens, normalement, des gens religieux, ils ont des grandes familles. Parce que pour vous. Donc, une grande famille, c'est pas évident. Il faut s'investir, ça demande beaucoup de balagan, c'est beaucoup d'efforts. En fin de compte, c'est un plaisir. Tandis qu'ici, on voit, ça c'est exactement ce qu'il dit. En parlant pourquoi, justement. Apparemment, quand il retournait la Gemara. Un magasin de quoi, tu savais? Hein? Magasin de quoi? Un magasin de trucs orthopédiques, comme ça. De trucs, bon, c'est une longue histoire. Mais pourquoi au début du troupeau, il y avait le bouc? Parce que normalement, le bouc, il est noir. Souvent, cette chèvre, il est noir. Et ça, c'est l'idée qu'au début, il y a l'obscurité. Et le mouton, normalement, ils sont blancs, eux, ils sont à la fin. Donc, c'est la réponse qu'il lui a donnée. Ok, on va passer à la nouvelle question. Maïtama, Hane Mechassian, Vehane Megalian. Comment ça se fait que la queue de la chèvre, elle est courte, elle ne recouvre pas son derrière, disons, tandis que la queue du mouton est plus longue et oui, recouvre. Pourquoi que je veux créer les animaux de cette façon? J'imagine que c'est une question que vous n'avez pas encore demandée. Ça empêche de dormir. Alors la réponse est Hanei de Mechassin el Minayu, Mechassian. Ceux quand on utilise leur laine pour nous recouvrir, les moutons, alors quand on utilise leur poil, leur laine pour nous recouvrir, donc leur queue leur recouvre. Tandis que le bouc, on n'utilise pas ses cheveux en tant qu'habit, donc ils n'ont pas une queue qui est longue qui va recouvrir. Pourquoi le chameau? Encore une fois, un chameau c'est un grand animal, mais la queue est assez petite. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le chameau, il mange des kissé. Maintenant, qu'est-ce que c'est kissé? Kissé, Rachidi, kotsim. Il mange entre autres le chameau des kotsim. C'est quoi kotsim? Des épines. Des ronces. Des ronces, merci. L'effikar, donc, znavo katsar, kadesh lo yidabku ba hakotsim. Comme il se promène dans des endroits où il y a des ronces,
Alors, s'il avait une queue qui était longue, ça risque de s'attraper et de se blesser par les ronces. Donc Akadosh Baruch Hu fait exprès, bon, la nourriture du chameau, c'est les ronces, et donc je lui fais une queue qui est plus petite, c'est plus pratique. C'est très attentif la vie d'Akadosh Baruch Hu, la façon qu'il crée chaque animal, que il est construit de façon que tout se passe bien. Qui sait? Non, mais le fait qu'on se couvre de la laine des moutons et pas des chèvres, en quoi ça aide l'animal, je veux dire? Non, parce que, encore une fois, comme la laine qui nous donne, on l'utilise pour nous recouvrir nous-mêmes, pour faire des habits. Alors en revanche, alors il a le mérite d'avoir sa queue qui est longue et qui recouvre son derrière. Tandis que l'autre. Maïtama, une autre grande question. Maïtama Torah Aricha Genuvte. Pourquoi justement la queue du taureau est longue? Ça aussi c'est une grande question. Comment ça se fait que d'après la queue... Pour chasser les mouches. Oh, exactement. Meshum de Dayar Be'agme. Beaucoup de ces taureaux, ils vivaient dans des marécages. Vebao le Karkouche et Baker. Et il y a beaucoup de mouches, ils ont besoin de leur queue pour enlever pour faire chasser les moustiques ou les mouches. Maïk Ta'ama Karne de Kamsa Rekicha. Pourquoi les cornes d'une. Comment on dit les choses comme. Les sauterelles. Comment ça se fait que les cornes des sauterelles sont très mous? Ils sont pas durs, ils sont très. Mais Shum de Daïra Bechilfe, parce que normalement, ces animaux, ces sauterelles, on les trouve dans des étangs. Dans les étangs, il y a des roseaux qui sont durs. Vikashia Nadia ou Mitavra. Et si les cornes de la sauterelle étaient fortes, étaient dures, quand il se cogne contre un roseau, ça casserait sa corne, et une fois que les cornes de la sauterelle sont cassées, ça le rend aveugle. Et il est plus caché après. Ça, c'est ce qu'il dit. Le problème, ça le rend aveugle. Ses yeux sont au bout, justement. Voilà. Comme Shmuel a dit, quelqu'un qui aimerait, qui veut, pour une raison ou une autre, rendre aveugle une sauterelle, le chaloufin ou le carnet, il a qu'à briser ses cornes. Ok. Maïtama, hai timre de tarnegolta, madlei le eila. Et pourquoi quelqu'un voudrait rendre aveugle une sauterelle? Je sais pas. Non, c'est un esprit scientifique. Un esprit scientifique, il veut voir comment. Il fait des enquêtes scientifiques. C'est pesable. Ah, tu vois, toi aussi, tu vois pas, il n'y a pas de sauterelle. Il passe à revue tous les insectes de la création. Mais la question, une autre grande question, la poule. Apparemment, nous, quand on a des paupières, c'est la paupière qui va de haut en bas. Okay? Comme Richard vient de faire, il a fermé ses yeux. Mais quand il ferme ses yeux, c'est la paupière qui va de haut, elle est en haut, elle descend. Alors là, la poule, c'est l'opposé. C'est la paupière, quand il ferme ses yeux, ça va de bas en haut. T'as pas remarqué? Ah, tu vois, chez moi, ça valait la peine de venir ce matin. Tu faisais la peine de venir. Les crapauds aussi. Alors, comment ça se fait? Il y a une autre question qui est demandée. Alors, la réponse est de daire à dape. Parce que souvent, ces poules, ils se trouvent sur des morceaux de bois. Apparemment, je ne sais pas pourquoi ces morceaux de bois, il y a de l'humidité ou des vapeurs qui montent. Vei ayel 4 mitavra. Donc, pour empêcher que l'humidité ou les vapeurs rentrent dans son œil, alors ça monte de bas en haut. Mais de tout ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand Akadosh Baruch Hu crée les créatures différentes, il a formé le corps de chaque créature de façon que il est protégé dans le système l'endroit dans lequel il doit opérer, dans lequel il vit, et son corps est créé de façon qui est optimale. C'est optimal la structure de son corps pour qu'il puisse vivre.
Et c'est pas évident. Ok, maintenant, un autre truc, c'est on prend des mots, on constate que dans les mots, il y a une allusion à l'action qu'on fait avec le mot en question, le nom. On va voir. Par exemple, en hébreu, en araméen, dasha. Dasha, c'est une porte. Alors pourquoi une porte, ça s'appelle une porte? Maintenant, vous entendez, ce qu'on voit maintenant, c'est un phénomène qu'on retrouve en hébreu. Ça veut dire, en anglais ou en français, il n'y a aucune raison pour laquelle une chaise s'appelle une chaise. Si on décide, tout le monde décide un beau jour d'appeler, au lieu d'appeler une chaise, l'appeler un lit, il n'y a pas de problème. Et vice-versa. Il n'y a aucun rapport entre l'essence du mot et la nature du mot et l'objet lui-même. En hébreu, ce n'est pas le cas. Je vous donne deux exemples qui parlent d'animaux. Quand on dit, par exemple, un chien. En anglais, un chien, c'est dog. Et en français, c'est chien. Aucun rapport. Mais en hébreu, c'est kelev. En kelev, ça consiste de ke, kumo. Le chaf, c'est comme lev, le cœur. Le chien, il est affectueux. Il a des émotions. Il est comme un cœur. Il vient, il exprime de l'affection. Tandis que chatula en français chat, en anglais cat, aucun rapport. Mais en hébreu, chatula, ça vient du mot lechatel. Lechatel, c'est renfermer. Comme on fait les chitulim. Chitulim, les lins, c'est quelque chose qu'on... Les langes, c'est quelque chose qu'on referme. Le chat, par nature, c'est un introvert. Elle a une âme introvertie. Et donc, le mot, c'est chatula. On retrouve cette idée d'être introvert dans le... Il y a plein de trucs qu'on voit comme ça. Par exemple, il y a une correspondance. Un tinoc et puis allaiter, les yanek. Il y a un rapport. Quand tu dis en français allaiter et tu parles bébé, il n'y a aucun rapport. Où est-ce qu'on trouve dans d'autres langues des rapports avec les sens? C'est quand les langues ils se sont basées sur l'hébreu. Par exemple, en hébreu, haskala. Haskala, c'est l'éducation. La base, la racine de ce mot haskala, c'est sechel. L'éducation, c'est lié avec sechel, c'est qu'on lit en hébreu. L'intelligence. L'intelligence. Donc, on voit, il y a un rapport direct entre le mot haskala et sechel. Dans toutes les langues du monde, il y a des racines et autour de ça, il y a des concepts qui sont tirés de la même racine. Alors justement, en parlant de haskala en anglais, on voit que l'anglais a adopté cette idée, parce que quand on dit en anglais school c'est une école. School, c'est basé sur sechel. C'est school, c'est la même idée. Qu'est-ce qu'on dit en français pour... École. Oui, un petit peu école. Un autre truc intéressant, disons, c'est l'eau. En hébreu, le mot de l'eau... Attends une seconde, je retourne à la question. Le mot de l'eau, c'est quoi en hébreu? C'est maim. C'est quoi maim? Le mot maim, il indique la nature de la chose. C'est ma. Ma, c'est quoi? Au pluriel. Pourquoi ma au pluriel? Parce que quand quelqu'un est confronté avec de l'eau qui est normalement blanche, elle n'a pas de forme, c'est comme si tu dis c'est quoi? Mais c'est quoi au pluriel? Parce que l'eau, c'est un truc qui passe statique, normalement. Mime, c'est quoi au pluriel? Maintenant, regardons les autres langues. En italien, c'est quoi de l'eau? Aqua, ça vient du mot quoi? On voit l'idée de l'hébreu qui a été transmis à l'italien. En Allemagne, en allemand, c'est quoi l'eau? Wasser. Wasser, ça vient du mot was. Quoi? Et en anglais, water, ça vient du mot what. What, c'est quoi? Donc on voit, il y a des fois, quand les langues, d'autres langues, ils ont adopté, ils viennent, c'est une continuation de l'hébreu, alors on conserve le sens du mot qui est relié à la nature de l'objet. Mais quand il n'y a aucun rapport, sinon il n'y a aucun rapport avec les autres langues. Mais tandis qu'en hébreu, oui. Il me semble que maïm, c'est les autres en bas et les autres en haut. Donc il y a quoi en bas et il y a quoi en haut? On peut répondre comme ça. On peut. Maintenant, voilà. Donc dans ce contexte-là, la Gemara parle
de plusieurs mots, mais ça c'est des mots en araméen, donc c'est moins évident, mais néanmoins. Alors la Gemara dit Dasha. Dasha c'est Paul, Derer Sham. Dans le mot Dasha, on va Derer Sham. C'est-à-dire à travers ça, à travers la porte, tu fais un passage. Darga. Darga c'est comme une échelle. C'est quoi? Dans le mot Darga, on va Derer Gag. Darga. Derer Gag. Matkolita. C'est quoi Matkolita? Je ne sais pas. La Gemara dit. Rachidi, c'est une espèce de sauce dont on trempe du pain ou quelque chose dans une sauce, c'est une sauce, matkolita. Qu'est-ce qu'il y a d'allusion dans ce mot? Matai tichle da, matkolita. Ça veut dire que la sauce elle continue normalement. Parce qu'on ne prend pas beaucoup, on trempe du pain dans une sauce, la sauce elle continue, on s'en sert à long terme. Beita, la maison. Bo ve'etiv ba, viens et assis-toi dedans. Bikta, c'est une vallée. Beyakta, c'est un endroit qui est, comment on dit, qui est étroit. Bikta, c'est pas une cabane? Oui, mais ici, je pense que c'est une vallée. Bika, on dit en hébreu. Pardon. En hébreu, on dit Bika. Bika, ok. Koufta, c'est quoi Koufta? C'est un morceau de bois, comme une. C'est quoi le nom qu'on donne sur un morceau de bois? Une ruche, pas une ruche. Un tronc. Un tronc, exactement. Kouf vetiv. Koufta, kouf vetiv. Renverse-le comme ça, tu remets-le, dresse-le pour que tu puisses t'asseoir dessus. Livne, c'est quoi livne? Livne, c'est des briques. Qu'est-ce qu'on voit dans ce mot? Livne bane, c'est pour les descendants de tes descendants. Livne, pourquoi? Parce qu'une maison qui est créée de briques, elle va être plus solide que s'il était créé de bois ou quelque chose d'autre. Ça va être 3 petits cochons. Les 3 petits cochons. Hutsa, c'est des ronces. Khatsitsa, parce que souvent on fait des séparations qui consistent de ronces. Je pense que c'est des ronces ou peut-être non, peut-être c'est des choses de palmier. Peut-être c'est des. Laissez-moi regarder. En chaume, là, ils disent. Qu'est-ce qui marche? En chaume. C'est quoi en chaume? De la paille. La paille. C'est de la paille avec de l'argile. Et en quoi ça sépare? Ça me permet de séparer de. C'est de la paille et de l'argile. De maisons. Il dit ici que c'est des ronces ou des branches de palmier. Ok, alors le mot Hutsa, on retrouve le mot Khatsitsa, une séparation, parce que souvent on utilisait ça pour faire des séparations. Khatsva, chez Chotsev Maim, le mot Khatsva, c'est un seau qu'on utilise pour puiser de l'eau. Chotsev Maim, Minanahar, Kuza, c'est un verre kazé. Kazé, c'est comme ça, comme c'est petit, c'est tout un tout petit gobelet. C'est direct comme ça. Shutita, c'est des myrtes, c'est une branche de myrte. Pourquoi ça s'appelle Shutita? Shtuta, c'est un truc bête comme ça, un jouet. Pourquoi un jouet? Parce que souvent, quand il y avait des mariages, les gens ils dansaient devant la kala, le khatan et la kala, ils dansaient avec des feuilles, des branches de myrte. Et donc, ils faisaient des danses avec ça, ça vient du mot shtutita. Mashichla, c'est une cuve d'eau duquel on se baignait. Mashekula, mashkilta, c'est plus petit et plus beau. C'est mashekalta, c'est donc comme un baignoire pour une kala. Asita, c'est quoi Asita? Un bro. Un quoi? Un bro. Et ça, c'est quoi? Un bro, c'est Une cruche. Une cruche. Ok, asita, chassirta. Une cruche, elle a un creux. Donc, chassirta, tu vas du mot asita, chassirta, qui a l'intérieur a été enlevé pour créer ce creux, ce récipient. Bourne, c'est pour broyer. On a le truc là pour donner des. Pilier. Un pilier. Dans le mot bourne, on retrouve bo va akena. Levusha, un habit. Lobusha, le mot levusha,
C'est l'oboucha. Il n'y a pas de honte. Parce que quand on se recouvre, on s'habille avec un habit, il n'y a plus de honte. Il y en a qui arrivent sans vêtements, on peut avoir honte aujourd'hui. Glima, c'est quoi glima? C'est un cloak. Comment on dit cloak? C'est un truc qu'on met au-dessus des habits. Une cape. Une cape, exactement, ça recouvre tout le corps. Chez Nasa ou que Gelem. Il a l'air comme un Gelem. Golem, il n'y a pas de forme. Parce que quand on met des pantalons, on met une chemise, on voit la forme du corps. Mais quand on met cette cape au-dessus, alors on ne retrouve plus la forme du corps. Gulta, c'est un long manteau. Quand il s'assoit, il doit faire monter les pans du manteau. Ça s'appelle Gulta Gale Veitiv Puria. Le mot Puria en arméen, c'est un lit. Pourquoi ça s'appelle Puria? Chez Parim Veravin alea. Dans le mot, on voit Puria, Parim Veravin, on fait des enfants dessus, bref. On procrée, exactement. Procrée. Bor, un puits, zinc. Zinc, qu'est-ce que ça veut dire? Bor, zinc, on y est presque, on a presque fini. Un puits, le puits, non? Un puits, mais c'est quoi zinc? Le foulard qu'on porte les sages. Bor, zinc. Ça vient du mot borzenaki, c'est un puits qui est vide. Ça veut dire qu'il est vide, il n'y a pas d'eau. Soudre, c'est un truc que les gens, les chachamim surtout, se coiffaient avec, se mettaient sur leur tête. C'est comme un espèce de turban qu'ils mettaient sur la tête. Comme nous, on met une kippa et eux, ils mettaient ça sur eux. Alors ce mot soudre, Sod Hashem le Yireav. C'est une allusion que les secrets d'Hachem sont préservés par ceux qui le craignent. C'est une allusion au Chachamim. Et c'était tous les Chachamim qui avaient ce truc sur la tête. Soudre, Sod Hashem Yireav. Et dernier truc, à Parna, c'est comme un palais. À Pitra Dain, ça veut dire à l'entrée de ça, il y a tout. Il y a tous les rassemblements importants se dérouler dans ce palais. Et Tanu Rabbanan Shlosha, Kolzman Mazkinin Mosifin Gvoa. Il y a 3 créatures que le plus ils vieillissent, le plus ils deviennent puissants. 3 créatures, le plus ils vieillissent, le plus ils deviennent forts. C'est quoi? Et là on finit. Ve'elohen, Dag, Benachash, Bechazir. Apparemment les poissons, apparemment le cochon et le serpent, le plus ils vieillissent, le plus ils deviennent forts. Les autres, le plus ça vieillit, le plus on s'affaiblit. Ici c'est l'opposé. Et pourquoi ça vient maintenant, à la suite de toutes ces explications des mots? Parce qu'on parle de choses bizarres dans la création. Bien sûr. Et dans les mots, dans la création. C'est bizarre. On a expliqué d'où vient le mot de turban, machin, etc. Avant, on a parlé des animaux, des petits animaux qui font peur aux animaux puissants. Donc on retourne un petit peu aux animaux. Le charme de la Gemara, Yehuda. Messieurs, vous nous donnez quelque chose sur la paracha. Oui, mais on n'a pas le temps, malheureusement. Demain. On n'a pas le temps. Demain. Il y a un autre. Non, Shabbat Tov,